Vu le titre, vous vous attendez à de la franche rigolade. Eh bien, pas du tout. Il est question de l'Académie française. Non, non, pas l'Académie des sciences, l'Académie française, celle des immortels, qui a été fondée 30 ans avant l'autre. Reconnaissons-le, les premiers académiciens étaient un peu des amateurs, comme le dit le titre de ce tableau. Leurs noms n'ont pas tous été immortels. Rostand a beau jeu d'ironiser dans Cyrano de Bergerac. Tiens, monsieur de Corneille est arrivé de Rouen. L'Académie est là. Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boussat, Écureuil de la Chambre, Porchère, Colombie, Bourzet, Bourdon, Arbeau, tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau! Et il exagère, Rostand. Il y a quand même eu parmi les premiers académiciens un nom qui est resté, celui de Vaugelas. Mais si, vous savez bien, c'est lui qui a codifié le bon usage du français. Eh bien, ce Vaugelas avait un ami d'enfance, Claude Gaspard Bachet de Méziriac. Ce n'est sans doute pas un hasard si ce Bachet de Méziriac, ami de Vaugelas, a été aussi nommé parmi les premiers à l'Académie. Mais quand même, il y avait quelques raisons. Il avait écrit des poèmes en français, en latin et en italien, et fait des traductions de l'italien au français et du grec au latin. Mais Bachet était attaché à sa ville natale de Bourg-en-Bresse et n'aimait pas la quitter. Il était aussi de santé fragile. Et toujours est-il que, pour sa réception à l'Académie, il ne s'est pas déplacé. Il a écrit un discours sur les traductions et les traducteurs, et c'est Vaugelas qui l'a lu. Je vais vous dire qu'il n'a pas laissé un souvenir immortel dans l'histoire de l'Académie française. Dans l'histoire des mathématiques, par contre, il est resté à deux titres. Premièrement, il a publié une traduction latine des arithmétiques de Diophante. Et c'est depuis les marges de ce livre que Fermat a lancé quelques conjectures à longue portée. La seconde raison pour laquelle Bachet de Méziriac est resté dans l'histoire des mathématiques, la voici. Les problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres. Dans son esprit, c'était une rampe de lancement pour les arithmétiques de Diophante. Mais le succès l'a encouragé à publier une seconde édition. Cette seconde édition est parue en 1624 et c'est elle que je vais citer. Que veut-il dire par problème plaisant et délectable? Il l'explique dans la préface en donnant un exemple, l'histoire de Flavius Joseph. Flavius Joseph est un historien juif qui aurait fait partie des derniers défenseurs d'une citadelle assiégée par les Romains. Plutôt que de se rendre ou de se suicider, ils avaient décidé de s'entretuer. Mais selon Bachet, Flavius Joseph était un malin. Alors sans doute ça n'était fait de sa vie s'il n'avait eu l'esprit de se défaire de ces hommes furieux par l'artifice de mon 23e problème. Car feignant d'adhérer à leur volonté, il se conserva l'autorité qu'il avait sur eux, et par ce moyen les persuada facilement que pour éviter le désordre et la confusion qui pourraient survenir à un tel acte, s'ils s'entretuaient en foule, il valait mieux se ranger par ordre, en quelque façon, et commençant à compter par un bout, massacrer toujours le quantième. Et l'auteur ne dit pas quel quantième jusqu'à ce qu'il n'en demeure qu'un seul, lequel serait obligé de se tuer lui-même. Vous voyez tout de suite en quoi le problème est plaisant et délectable. Tous étant d'accord, Joseph les disposa de force et choisit pour lui une si bonne place que la tuerie étant continuée jusqu'à la fin, il se trouva seul en vie. Voilà une histoire bien remarquable et qui nous apprend assez qu'on ne doit point mépriser ces petites subtilités qui aiguisent l'esprit, habilitent l'homme à de plus grandes choses et apportent quelquefois une utilité imprévue. Ah,
si c'est pas des mathématiques appliquées, ça. Mais au fait, que sait-on exactement de cette histoire? Ben, ce qu'en dit le principal témoin, Flavius Joseph, précisément, qui est l'auteur de Histoire de la guerre des Juifs au 1er siècle après Jésus-Christ. Joseph, qui dans cet embarras ne perdit pas sa présence d'esprit, met alors sa confiance dans la protection de Dieu. Puisque, dit-il, nous sommes résolus à mourir, remettons-nous-en au sort pour décider l'ordre où nous devons nous entretuer. Le premier que le hasard désignera tombera sous le coup du suivant, et ainsi le sort marquera successivement les victimes et les meurtriers, nous dispensant d'attenter à notre vie de nos propres mains. Car il serait injuste qu'après que les autres se seraient tués, il y en eût quelqu'un qui pût changer de sentiment et vouloir survivre. Et comme vous le constatez, il n'est pas question de ranger les gens dans l'ordre, mais plutôt de s'en remettre au sort. Ces paroles inspirent confiance, et après avoir décidé ses compagnons, il tire au sort avec eux. Chaque homme désigné présente sans hésitation la gorge à son voisin, dans la pensée que le tour du chef viendra bientôt aussi, car il préférait à la vie l'idée de partager avec lui la mort. À la fin, soit que le hasard, soit que la providence divine l'ait ainsi voulu, Joseph resta seul avec un autre, alors également peu soucieux de soumettre sa vie au verdict du sort, et s'il restait le dernier, de souiller sa main du sang d'un compatriote, il sut persuader cet homme d'accepter lui aussi la vie sauve, sous la foi du serment. Et voilà l'histoire. D'après lui-même, Flavius Joseph a eu du bol, tout simplement. Mais au temps de Bâcher, le hasard ne donnait pas encore matière à des problèmes plaisants et délectables. À qui ce livre s'adresse-t-il? Certainement pas au premier venu, et Bâcher le dit, sans prendre de gants. Si l'on m'objecte qu'on ne peut aisément pratiquer ce problème aussi généralement que je l'ai montré, si on n'est pas bien versé en arithmétique, à cause du fait que des fractions y interviennent le plus souvent et que tout le monde ne sait pas les escrimer. Je réponds premièrement que je n'écris pas principalement pour ceux qui sont ignorants, comme je l'ai déjà affirmé, et qui sont si hébétés et tardifs à comprendre les propriétés des nombres qu'il ferait trouver Pythagore un effronté menteur quand il dit que l'âme de l'homme est une harmonie de nombres. Et après, je dis qu'on peut pratiquer ce jeu d'une infinité de façons sans avoir recours aux fractions. Et pour aider les plus faibles, je vais en donner les moyens. Vous l'avez compris, Bâcher est de bonne volonté. Il veut bien nous aider, mais si on ne veut pas se faire traiter d'hébété et tardif à comprendre, va falloir s'accrocher. Essayons. Proposition 18. Deux nombres premiers entre eux étant donnés, trouvez le moindre multiple de chacun d'eux, surpassant de l'unité à un multiple de l'autre. Oh, vous n'avez pas été tardif à comprendre le problème. Si A et B sont premiers entre eux, vous devez trouver deux entiers U et V, tels que AU dépasse BV de l'unité. En d'autres termes, AU moins BV égale 1. C'est l'identité de Bézout. Et non, vous n'êtes pas hébété. Bézout est né en 1730, soit plus d'un siècle après ce livre. Voici ce qu'on lit dans les éléments d'algèbre d'Euler, complétés par Lagrange. C'est Lagrange qui a écrit ceci. On doit la première solution de ce problème à M. Bachet de Méziriac, qui l'a donné dans la seconde édition de ses récréations mathématiques, intitulée Problèmes plaisants et délectables, etc. Et plus loin, la méthode de Bachet est très directe et très ingénieuse, et ne laisse rien à désirer du côté de l'élégance et de la généralité. Nous saisissons avec plaisir cette occasion de rendre à ce savant auteur la justice qui lui est due sur ce sujet, parce que nous avons remarqué que les géomètres qui ont traité le même problème après lui n'ont jamais fait aucune mention de son travail. Quand même,
Une citation de Lagrange, aussi élogieuse, ça vous pose un mathématicien. Et si les autres géomètres n'ont jamais fait mention de son travail, c'est à cause d'un malentendu dont Bachet lui-même est responsable. En voulant enrober ce qui était en fait un livre de recherches en arithmétique, il a trompé son monde. Et il se trouve qu'il a aussi participé au lancement d'un genre littéraire, ce que Lagrange appelle des récréations mathématiques. Voici un autre exemple. Je demande un nombre qui, étant divisé par 2, il reste 1, étant divisé par 3, 4, 5 ou 6, il reste 1, mais étant divisé par 7, il ne reste rien. Dans l'encadré bleu, Bachet donne une autre formulation. Une pauvre femme portant un panier d'œufs pour vendre au marché vient à être heurtée par quelqu'un qui fait tomber le panier et casser tous les œufs. Et la pauvre femme qui ne connaît pas le nombre de ses œufs sait tout de même que ce nombre modulo 2, 3, 4, 5 et 6 valait 1 et modulo 7, 0. C'est vous dire le niveau technique de la pauvre femme. Bref, 721, soit factoriel 6 plus 1, répond à la question. Si P est premier, factoriel P-1 plus 1 est divisible par P et congru à 1 modulo les entiers précédents. C'est le théorème de Wilson. John Wilson est né en 1741, encore plus tard que Bézout. Bon, d'accord, son théorème était déjà connu d'Alaïtam vers l'an 1000. Curieusement, l'exposé d'Alaïtam commence par le même problème que Bachet, c'est-à-dire le cas particulier P égale 7. Mais parmi les problèmes plaisants et délectables, il n'y a pas que des théorèmes d'arithmétique. Il y a aussi des questions d'une intense utilité pratique. Trois maris jaloux, avec leurs femmes, se trouvent de nuit au passage d'une rivière, où ils ne rencontrent qu'un petit bateau sans batelier, si étroit qu'il ne contient que 2 personnes. On demande comment ces 6 personnes passeront 2 à 2, de telle façon que jamais aucune femme ne demeure en compagnie d'un ou de 2 hommes si son mari n'est pas présent. Et ce type de problème, dit de traversée, avait été introduit dans les propositions pour affûter la jeunesse d'Alcuin, au temps de Charlemagne. L'expression récréation mathématique que Lagrange applique au livre de Bachet, Bachet lui-même ne l'utilise pas. Elle est employée pour la première fois par un Belge nommé Van Etten. Son livre est paru la même année que la seconde édition de Bachet, 1624. Il y a 3 différences avec Bachet. La première est que les problèmes sont plaisants et facétieux au lieu de délectables. La seconde est le niveau mathématique qui est beaucoup moins élevé. Et la troisième est le champ abordé qui est beaucoup plus vaste. Comme vous le voyez sur la page de titre de l'édition de 1626, il s'agit d'arithmétique, géométrie, mécanique, optique et autres parties de ces belles sciences. Plusieurs éditions se sont succédé rapidement en 1626, 27, 29. J'ai choisi de vous présenter ce livre de Claude Midorge. Il date de 1630 et est intitulé Examen du livre des récréations mathématiques et de ses problèmes, en géométrie, mécanique, optique et catoptrique, où sont aussi discutées et rétablies plusieurs expériences physiques qui y sont proposées. Donc Midorge se propose de donner un examen, c'est-à-dire des explications. De quel problème s'agit-il? On retrouve quelques classiques. En premier lieu, Flavius Joseph. Il est bien précisé qu'il évita le danger de la mort par l'artifice de ce problème. Après quelques détails historiques plus ou moins fantaisistes, Midorge dit: puisque nous voyons que Joseph a survécu à cet acte, il est probable qu'il se servit de cette industrie à disposer les soldats, faisant que de 41 personnes qu'ils étaient, chaque troisième serait tué, et lui se mettant en la 16e ou la 31e place, il pouvait enfin demeurer seul avec un second,
auquel il ôta la vie ou persuada aisément de se rendre aux Romains. Waouh, Midorge a progressé en précision depuis Bachet. Et les maris jaloux? 3 maîtres avec leurs 3 valets se trouvent au passage d'une rivière, où ils ne rencontrent qu'un petit bateau sans batelier, et si étroit qu'il ne contient que 2 personnes. Or ces 6 personnes sont tellement animées que les 3 maîtres s'accordent bien ensemble, et les 3 valets aussi, mais que chaque maître veut mal de mort aux 2 valets des autres. On demande comment ces 6 personnes passeront 2 à 2, tellement que jamais aucun serviteur ne demeure en la compagnie d'un ou de 2 autres maîtres que le sien, autrement il serait battu. Dans le même genre des traversées de rivière, celui-ci est encore un classique de nos jours. Sur le bord d'une rivière se rencontrent un loup, une chèvre et un chou. Comment est-ce qu'un batelier les passera à l'autre bord de la rivière, seul à seul, tellement que le loup ne fasse point de mal à la chèvre ni la chèvre au chou, en son absence? Comme annoncé dans le titre, il y a des problèmes de géométrie et de mécanique. Les deux se rejoignent sur le jeu de billard. Quoi donc? Les mathématiques trouveront-elles place parmi les tripots et discourront-elles sur le tapis des billards? Sans aucun doute. Et peut-être ne trouverez-vous aucun jeu qui ne puisse mieux se régler par principe de mathématiques que ceci, car tous les mouvements se font par ligne droite et par réflexion. Dans les mathématiques, on englobait à l'époque la mesure du temps par les horloges et les cadrans solaires. Midorge va donc présenter quelques horloges bien gaillardes. La première s'appuie sur un épigramme grec qui observe que nous portons toujours une horloge sur la face, par le moyen du nez et des dents. N'est-ce pas un joli cadran, car il ne faut qu'ouvrir la bouche. Les lignes seront les dents et le nez servira de touche. Il y a aussi des expériences d'hydraulique avec cette jolie fontaine qui fait jaillir l'eau très haut et avec une grande violence quand on ouvre le robinet. Et même des fusées de feux d'artifice, car la pyrotechnie fait aussi partie des mathématiques. À partir des années 1620, le succès des récréations mathématiques a continué pendant plus de 2 siècles. Le maître incontesté du genre a été Jacques Ozanam. Comme vous le voyez, Jacques Ozanam se présente comme professeur des mathématiques. Et professeur, il l'a été pendant toute sa carrière. Il a même enseigné les mathématiques à Abraham de Moivre avant que celui-ci émigre à Londres. Jacques Ozanam a écrit plusieurs livres d'enseignement, des traités de mathématiques. Il a même été élu à l'Académie des sciences. Mais ce qui l'a rendu le plus célèbre, ce sont ses récréations mathématiques et physiques qui ont été rééditées maintes fois et même traduites en anglais. Qu'y trouve-t-on? Comme ses prédécesseurs, il balaye tous les domaines relevant plus ou moins des mathématiques. Vous voyez annoncer des problèmes d'arithmétique, de géométrie, d'optique, de gnomonique, de cosmographie, de mécanique, de pyrotechnie et de physique, avec un traité des horloges élémentaires. La différence, c'est qu'il y met de l'ordre. Les problèmes sont classés par chapitre et sous-chapitre. Mais ça commence, comme chez Bachet, par un peu de morale sur l'histoire de Flavius Joseph, comme il se doit. Il fit ranger ses désespérés d'une manière que la chance tomba sur ceux que le capitaine voulut bien laisser périr. Il sauva sa vie parce qu'il était mathématicien et non pas parce qu'il était lévite. Monsieur Bachet décrit ce secret au problème 23 et il aurait été aussi grand sorcier que Joseph. Ce qui fait voir que les connaissances les plus abstraites peuvent se réduire en pratique et qu'on peut mettre à quelque usage
ce qui en paraît le plus éloigné. Il n'y a plus de Marie Jaloux, mais une abbesse aveugle. Une abbesse aveugle, visitant ces religieuses qui sont dispersées aux quatre angles d'un carré et au milieu de chaque côté, trouve partout un nombre égal de personnes dans chaque rang, qui est composé de 3 cellules. Et en les visitant une seconde fois, elle trouve dans chaque rang le même nombre de personnes, quoiqu'il y soit entré 4 hommes. Et en les visitant une troisième fois, elle trouve encore dans chaque rang le même nombre de personnes, quoique les 4 hommes soient sortis, chacun avec une religieuse. On demande comment cela se peut et se doit faire. Pas de mauvais esprit. On ne demande pas comment l'abbesse aveugle fait pour compter les religieuses et les hommes qui partent avec. C'est bien un problème de mathématiques dont Ozanam donne une solution complète et clairement rédigée. Il faut qu'un homme se mette dans la cellule de chaque angle et que 2 religieuses en sortent pour passer dans chaque cellule du milieu. Il y a de l'arithmétique de plus haut niveau. Par exemple, le triangle de Pascal. Le traité du triangle date de 1654, mais n'a été diffusé que 10 ans plus tard. C'est bien la formulation de Pascal qu'utilise Ozanam. On trouve dans les récréations d'Ozanam des constructions géométriques, dont certaines rappellent les sangaku japonais, qui datent de la même période. Il y a aussi de la physique et des constructions mécaniques, parfois originales. Ceci est un carrosse que l'on peut conduire soi-même pour aller où on veut et sans aucun chevaux. Euh, Avant de crier au génie anticipateur de l'automobile, regardez donc derrière le conducteur. C'est un valet qui pédale pour faire avancer le carrosse. Vous le voyez sur le mécanisme qui est devant, les pédales entraînent les roues par l'intermédiaire d'un engrenage. Comme l'annonce le titre, il y a aussi des horloges. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le nez au milieu de la figure, ce sont de vraies horloges, dont les engrenages sont parfaitement détaillés. Au bilan, le nombre de rééditions et le succès continu des récréations mathématiques pendant 2 siècles prouvent au moins qu'elles étaient à l'époque jugées intéressantes et même utiles. Voici ce qu'en disait Ozanam. Bien que les jeux d'esprit dont je parle soient des amusements, ils ne sont peut-être pas moins utiles que les exercices auxquels on applique les jeunes personnes de qualité pour façonner leur corps. Les jeux d'esprit sont de toutes les saisons et de tous les âges. Ils instruisent les jeunes, ils divertissent les vieux, ils conviennent aux riches et ne sont pas au-dessus de la portée des pauvres. Les 2 sexes s'en peuvent accommoder sans choquer la bienséance. Eh bien alors, pourquoi ça ne serait plus vrai maintenant?